Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps de lire un livre était devenu un acte de résistance ? À chaque numéro de ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre d'un auteur qui partage avec nous sa passion de la lecture. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Agnès Martin-Lugan. C'est un champ des possibles quand on rentre dans la lecture. On peut vivre des tas de vies en lisant des livres, c'est ça qui est merveilleux. Originaire de Saint-Malo, Agnès a été révélée en 2013 avec un premier roman auto-édité qui l'a prédestiné à participer à ce podcast puisqu'il s'intitulait « Les gens heureux lisent et boivent du café ». Son nouveau livre, le 6e déjà, s'intitule « À la lumière du petit matin » et vient de sortir aux éditions Michel Lafon. « À la lumière du petit matin », c'est l'histoire d'Hortense, une professeure de danse proche de la quarantaine qui fréquente depuis plusieurs années déjà Aymeric, un homme marié. Plus les jours passent et plus elle s'interroge. Peut-elle vraiment prétendre au bonheur auprès de lui ? Ce roman est le récit d'un éveil intime, raconté avec pudeur et subtilité par son auteur, que je suis allé rencontrer dans les bureaux parisiens de son éditeur. Bonjour Agnès Martin-Lugan. Bonjour. Alors ce podcast s'intitule « Les gens qui lisent sont plus heureux ». Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. oui. Après, moi, c'est mon expérience de lectrice qui parle, mais c'est toujours un moment de ouvrir un livre et s'installer autour d'un livre et autour de l'histoire dans laquelle on est plongé. C'est toujours un moment de détente. Et c'est vrai que l'acte de trouver un livre, d'aller dans une librairie ou de le choisir, de le prendre, de l'acheter, il y a toujours, il y a un truc en plus quand on repart avec un livre. Il y a plein d'éléments. Il y a le fait de lire qui amène, moi qui m'amène de la joie, mais c'est aussi tout le parcours autour d'un roman, autour d'un livre, du moment où on le choisit, on le déniche, au moment où on l'ouvre pour la première fois, où on le pose, où on le reprend. Enfin, ça jalonne des moments de la vie. Le livre, c'est unique pour ça ? Ça n'a pas d'équivalent ? Je sais pas. Enfin, quand je pense à d'autres biens culturels, comme on dit, la musique, c'est pas... Pourtant, je suis une hyper consommatrice de musique. Ça n'a pas le même effet, je crois. C'est plus passager, c'est moins profond ? Pas forcément. Non, pas forcément. Mais je dissocie les deux et en même temps, moi, en tant qu'auteur, je ne peux pas écrire sans musique. Donc c'est complètement paradoxal ce que je peux dire. Mais mes moments de lecture, ce sont des moments à part. Et même mon entrée dans la lecture, j'ai été très longue à rentrer dans la lecture. Mais c'est-à-dire, ça veut dire quoi, être très longue à rentrer dans la lecture ? J'ai commencé à aimer lire, je sais pas, vers une vingtaine d'années, quand j'étais en fac. Je crois que en primaire, j'aimais pas lire. Pourtant, ma maman a tout fait pour me faire lire et ça passait pas. Pourquoi ? Peut-être parce que j'aimais pas beaucoup l'école en primaire et que après les lectures imposées au collège et au lycée n'étaient pas forcément ce qui me parlait ou ce qui pouvait me faire rentrer dans la lecture. Mais du coup, après, c'est un champ des possibles quand on rentre dans la lecture. On peut vivre des tas de vies en lisant des livres. C'est ça qui est merveilleux. L'espace de quelques heures, on est une autre, un autre. On vit dans un autre pays, dans une autre époque. J'adore les romans historiques. Et c'est vrai que avoir l'impression d'apprendre des choses, même si on sait bien que dans les romans historiques, tout n'est pas juste. On n'est pas en train de lire une étude sur le XVIIe ou le XVIIIe siècle. C'est pas ça, mais c'est d'être plongé à une autre époque, dans d'autres états d'esprit finalement, et c'est ça qui est merveilleux avec la lecture, c'est ce champ des possibles, de multiples vies, de multiples aventures, des choses qui dans la vie de tous les jours nous semblent complètement inaccessibles et qui, le temps d'un roman, d'un seul coup, si la rencontre se fait entre le roman et le lecteur, on a l'impression que c'est pour nous. Et qu'on vit cette vie-là par procuration, juste par cet objet livre qu'on tient entre les mains.
Alors de Agnès Martin-Lugan, lectrice, on va reparler. Moi, je voudrais parler un petit peu de votre nouveau livre. Est-ce que ce nouveau livre, À la lumière du petit matin, ceux et celles qui vont le lire, vont être plus heureux en tournant la dernière page? Alors, je n'aurais pas la prétention de dire que je rends les lecteurs plus heureux. Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'ils auront passé un bon moment, qu'ils auront été embarqués dans l'histoire d'Hortense voilà, j'espère toujours qu'ils s'attachent à mes personnages et au-delà de l'attachement, c'est moi en tant qu'auteur, ce que je cherche à faire, c'est de susciter des émotions, quelles qu'elles soient, que ça soit de la tristesse, de la joie, du rire, c'est ça. Les émotions qu'on vit dans la vie de tous les jours finalement, et de pouvoir les susciter par le biais d'une autre histoire que la sienne. C'est ça finalement. Après, c'est vrai que globalement, dans mes romans, il est toujours plus ou moins question en filigrane d'une certaine quête du bonheur ou d'une quête de soi. Donc, si l'histoire d'Hortense, que moi j'essaye d'amener vers quelque chose, en tout cas, peut rendre heureux le temps de la lecture les lecteurs, c'est merveilleux. Alors vous n'avez pas choisi un personnage facile sur le papier, j'allais dire, puisque la maîtresse en général dans les livres c'est toujours un personnage potentiellement diabolique, ça peut être un très bon personnage de thriller très noir. J'allais dire la maîtresse, moi je pense à Liaison fatale. Et là finalement c'est pas du tout un personnage secondaire diabolique, c'est le personnage principal qui parle à la première personne. Et que vous rendez plutôt sympathique, en tout cas que vous ne cherchez pas à juger. Non, moi justement, c'était quand le personnage d'Hortense s'est dessiné et que cette grande partie de sa vie, le fait qu'elle soit l'autre, qu'elle soit l'amante, c'est devenu quelque chose de très clair pour moi. Justement, je me suis dit que pour une fois, je voulais que la maîtresse ne soit pas traitée de ce côté femme fatale, briseuse de famille, dans quelque chose de très nocif. Je voulais surtout montrer qu'une maîtresse, une autre, l'amante, pouvait être aussi une femme éperdument amoureuse et en souffrance finalement, et qui n'avait pas en tête, de briser un couple, de briser une famille, de séparer un père de ses enfants. Hortense, elle est juste amoureuse. Elle a eu, entre guillemets, la malchance de tomber amoureuse d'un homme qui n'est pas libre et finalement de ne pas pouvoir lutter contre ces sentiments-là. Et vraiment, je voulais sortir de ce cliché-là et montrer qu'il y avait autre chose. Il y avait la vraie part d'ombre, finalement. Et ce souhait de ne pas juger Hortense comme, je dirais, la société peut juger une maîtresse ou un amant, après tout. Ce qui est assez étonnant, enfin, je me suis dit au fil des pages que beaucoup de lectrices allaient se reconnaître dans le livre, mais n'allez pas forcément vous l'avouer ou vous écrire pour vous le dire, mais en tout cas vous créez un personnage qui risque de faire écho chez beaucoup de femmes, parce que c'est quelque chose de la vie de tous les jours, non ? Oui, bien sûr, c'est... voilà, on peut tous rencontrer des femmes dans cette situation-là, ou des hommes dans cette situation-là aussi. Mais après, je pense qu'en plus, Hortense... elle se pose tout un tas de questions, parce qu'elle approche de la quarantaine et que c'est où elle en est dans sa vie à cet âge-là. Il s'avère que dans la situation où elle est, elle n'a pas d'enfant, elle n'a rien construit, elle est un peu perdue, et je pense que toutes les femmes et tous les hommes peuvent se poser cette question-là à un moment, à cet âge-là. Voilà, oui, on parle de la crise de la quarantaine, mais une lectrice m'écrivait sur les réseaux sociaux là, ces jours derniers, en me disant au-delà de la crise de la quarantaine, c'est la crise de l'acceptation de soi. Oui, à un moment, il est temps de se dire je suis comme ça et je vais vivre en étant comme ça et ça me va bien et je m'assume. Et c'est peut-être aussi au-delà du fait qu'Hortense soit une maîtresse, c'est peut-être cette question-là aussi qui peut résonner chez les lectrices et les lecteurs. Hortense, c'est peut-être très personnel comme question, mais c'est une amie, une cousine, une sœur, ça part d'une discussion personnelle ? Non,
Hortense, en fait, les personnes, enfin, quand je pense et que je crée mes personnages, je me demande toujours avec qui j'ai envie de passer du temps, 1 an dans ma tête. Voilà, pendant 1 an, je suis habitée par mes personnages et particulièrement par le personnage principal. Alors vous êtes dit quoi? Et si j'étais une maîtresse? Non, c'est la professeure de danse qui est venue en premier. C'est vraiment ça. J'ai pensé à une professeure de danse et j'ai pensé à une professeure de danse qui se blesse. Et c'était aussi tout le rapport au corps que j'avais envie d'aborder dans ce roman-là. Et après, le fait qu'elle soit maîtresse, femme amoureuse, dans une situation bien compliquée, est venue assez naturellement. Et ça m'intéressait, moi, de me projeter justement dans une vie comme celle-ci. Mais voilà, je n'ai pas d'Hortense autour de moi. Et c'est quelque chose que je n'ai d'ailleurs jamais fait. J'ai jamais voulu prendre dans mon environnement amical, familial, des gens qui me sont plus ou moins proches pour en faire un roman. D'autres écrivains le font. Je veux créer en fait. Ce qui m'intéresse, c'est du coup de me confronter ou de vivre avec des personnalités que je ne croise pas dans la vie de tous les jours et essayer de les construire comme ça et de voir aussi ce que ces personnages, très égoïstement, vont m'apporter. Parce que finalement, dans chacun de mes personnages, même quand c'est pas quelqu'un qu'on connaît, et même quand ce n'est pas soi, parce que ça n'a jamais, aucune de mes personnages n'a été moi, mais on y met toujours un petit peu de soi malgré tout. Mais moi, chacun de mes personnages principaux m'ont laissé quelque chose d'eux. C'est-à-dire que j'ai toujours un petit peu l'impression de plus être totalement la même à la fin de l'écriture d'un roman qu'au début. Qu'est-ce qu'elle a changé chez vous, Hortense ? Elle m'a peut-être apporté une petite touche de sa douceur. Parce qu'Hortense, pour moi, c'est une femme qui est très douce. Et c'est pas pour rien, je pense que j'ai souhaité que Hortense est venue, parce que j'avais envie de personnages doux. Peut-être un peu plus doux dans les caractères que ceux que j'avais pu avec qui j'avais pu passer du temps les années précédentes. C'est peut-être ça, et puis c'est cette confirmation de l'amour de la région natale d'Hortense. Voilà, j'aime énormément la Provence et particulièrement le Luberon, et voilà, c'était aussi, je pense que c'est ça, voilà, en écrivant en pensant à là-bas, voilà, ça résonnait en moi très fortement. Alors, on a parlé tout à l'heure de votre jeunesse de lectrice. Vous me disiez que vous n'aviez pas commencé vraiment à lire avant l'âge de 20 ans. Ouais. C'est quoi le livre qui a tout déclenché, ou les livres qui ont tout déclenché ? Alors après, ce qui est... c'est que même si je n'ai pas aimé lire, il y en a comme ça quelques-uns qui ont frayé leur chemin. Donc je me souviens particulièrement... et là pour le coup j'étais quand même pas hyper vieille, des contes de Grimm en 6e qu'il avait fallu lire, et ce livre m'a marqué parce que voilà, c'était c'est les contes, il y a tout dans les contes, il y a de l'amour, c'est violent, ça fait du mal et ça fait du bien, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, et voilà, j'avais 11 ans en 6e, voilà. Alors après mon âme de romantique a forcément rencontré Fanfan d'Alexandre Jardin au lycée. Et puis après, il y en a... Je peux pas vous dire quel livre a forcément changé les choses. Je suis psychologue de formation, donc j'étais à la fac de psycho, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, lire des bouquins de psycho et de psychanalyse, j'en avais un peu marre, j'avais envie de m'extraire de tout ça. Et je suis rentrée dans le roman, j'avais beaucoup de transports en commun, fallait bien s'occuper. Après voilà, il y a cette merveilleuse saga des Chroniques de San Francisco d'Armistead Maupin qui voilà, là je me suis dit je veux lire des livres comme ça tous les jours, quoi. Et il y en avait 7 à l'époque où j'ai commencé où j'ai lu le premier, quoi. Donc je me suis délectée pendant des semaines de toute cette histoire, et puis voilà, après il y a eu un livre, un roman qui m'a vraiment bouleversée. Je sais pas, j'étais encore en fac, je devais avoir 23, 24 ans. C'est Le voyage de Théo de Catherine Clément,
l'histoire de ce petit garçon malade qui va faire le tour du monde des religions pour essayer de se guérir avec sa tante. Et j'ai appris, j'ai rêvé pendant cette lecture. Et puis après, voilà, c'est toujours des moments, des rencontres. Et en réfléchissant par rapport à notre rencontre d'aujourd'hui pour parler des livres, je me disais, alors voilà, quel livre m'a rendue plus heureuse que d'autres? C'est difficile il n'y a pas d'échelle, on ne peut pas les noter de 0 à 10, quoi. Mais je vous parlais tout à l'heure des romans historiques, et il y en a quand même... j'ai tout de suite pensé, si je devais vous en citer un, à Ces Messieurs de Saint-Malo, de Bernard Simiot. Donc forcément, ça fait écho en moi parce que je suis de Saint-Malo et que j'ai grandi à Saint-Malo. Et cette lecture, voilà, si j'ouvre le livre et que je relis les premières pages, je sais que rien ne va m'arrêter et qu'il va falloir que j'aille au bout du premier tome et que j'entame le deuxième, etc. Voilà, d'aller jusqu'au bout, parce que déjà, ça se passe chez moi. Donc je visualise et les éléments, je les sens, quoi. J'ai pas besoin de me projeter. L'Iode, la mer, les remparts de Saint-Malo, même si ça se passe il y a très longtemps, ça me parle. Voilà, et puis je suis fascinée par cette histoire-là de mon pays, entre guillemets. mais voilà, toujours finalement, parce que ça m'embarque dans d'autres vies, des choses qui me sont inaccessibles, ou alors dans un autre style que je croise les doigts, je touche du bois, voilà, pour ne pas les vivre. Je pensais aussi à vous parler de ce roman Nos étoiles contraires, qui en termes dramatiques, c'est quand même assez effrayant et douloureux. Voilà, c'est 2 jeunes adolescents gravement malades, mais qui vont se rencontrer et tomber amoureux. Et pourtant, moi, ce roman, quand je l'ai lu, et justement en préparant notre rencontre aujourd'hui, je relisais les dernières pages, voilà, la lettre que Gus écrit à Hazel, et c'est terrible parce qu'elle le lit, il est mort, et en même temps c'est bourré d'amour, bourré d'espoir, bourré de joie. Il sait que quand elle le lira, il sera parti, mais il se dit qu'il a la chance de l'avoir rencontré, d'être tombé amoureux et d'avoir vécu ça. Et moi, cette lecture de ce roman, j'étais en vacances, il faisait beau, il faisait chaud, j'ai fini, j'ai fait ce gloup, je suis partie m'enfermer dans la chambre pour verser mes quelques larmes, et pourtant je pleurais, et il y avait une espèce de bouffée d'un truc qui me portait, et qui, voilà, pourtant mon mari me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et quand je suis revenue, et je lui dis, mais c'est terrible, c'est triste, mais c'était si beau, quoi. C'était si beau, cet amour adolescent, par au-delà la mort, avec en même temps de l'ironie, de l'humour noir. Mais c'était merveilleux, quoi. C'est destiné à des grands ados, des jeunes adultes, comme on dit, mais voilà, même après 40 ans, il faut lire ça, quoi, parce que c'est juste boum. Boum, ouais, vraiment. Alors c'est Nos étoiles contraires de John Green. Ouais, exactement. Ouais. Donc ceux qui nous écoutent peuvent aller l'acheter ou le télécharger. Ouais. Ah tiens, si on reparlait un petit peu du numérique. Du numérique, c'est intéressant parce que vous faites partie d'une génération qui a accédé à l'édition grâce au numérique. Ouais. Votre incroyable histoire qui a fait l'objet d'à peu près 10 000 articles de toutes vos interviews pendant les premières années, c'est que vous avez envoyé votre livre, le premier livre, à différents éditeurs, ils ont tous refusé. Oui. Alors vous l'avez auto-édité sur Amazon, au format Kindle. Oui. Et quand ça a marché, les éditions Michel Lafon, qui nous accueillent aujourd'hui pour cette interview, c'est ici que ça a lieu. Enfin, les bureaux ont changé, je crois. Oui, il y a un petit déménagement entre-temps. Mais les éditions Michel Lafon vous ont proposé d'éditer au format papier le livre. Alors plutôt que de reparler de cette histoire incroyable, est-ce que c'est différent la lecture sur tablette et sur papier? Est-ce que pour vous,
C'était un aboutissement d'avoir votre histoire sur du papier, ou est-ce que ça aurait été déjà bien qu'elle existe en tablette? Mais déjà, moi, quand je l'ai auto-édité en numérique, le roman existait, quoi. Rien que ça, pour moi, c'était fabuleux, quoi. Enfin, c'était... quand je l'ai mis en ligne, c'était... Je cherchais pas à être édité à tout prix, je ne cherchais pas Bien sûr, j'avais envie d'avoir des lecteurs, je vais pas mentir, mais en même temps, c'était pas le premier but de cette histoire-là. Le premier but, c'était que le roman existe, d'aller au bout de cette démarche d'écriture dans laquelle je m'étais lancée 2 ans plus tôt. C'était que, voilà, j'avais essayé d'écrire un roman et il existait. Eh bien, ma foi, il existait au moins en numérique. Ça veut dire que si des gens souhaitaient le lire, ils pouvaient le lire. Après, de la même façon, je vais pas mentir. Quand je me suis retrouvée pour la première fois en possession de mon livre papier, c'était... ça reste un moment magique. C'est une chance merveilleuse. C'est que, voilà, tous ces mois où tout ça s'est passé au début, il y a maintenant 5 ans, j'ai vécu des moments magiques successifs. Le début, quand le roman existait, c'était extraordinaire. Mes premiers lecteurs, c'était extraordinaire. Même si ce n'était qu'en numérique. Après, la rencontre avec les éditions Michel Lafon, quoi. Finalement, j'avais été refusée par des éditeurs. Il y en a un qui croit en mon roman, qui veut qu'il existe en papier dans une librairie. Il y a peut-être des lecteurs qui vont rentrer dans une librairie pour acheter mon livre. Mais c'est merveilleux, c'est magique, enfin, c'est de l'ordre du rêve. Donc, après, moi, c'est... Entre la lecture numérique et la lecture papier, je ne vais pas les dissocier, c'est complémentaire, pour moi, ce n'est pas différent. Enfin, le livre, il est le même. L'histoire, elle raconte la même chose. On n'écrit pas, en tant qu'auteur, on n'écrit pas différemment pour du numérique ou du papier. L'histoire, elle est la même. C'est juste un support. Il y a le livre de poche qui en est un autre support. Donc, certains lecteurs l'utilisent, c'est une lecture nomade, c'est une lecture pratique. On enfile sa tablette, ça pèse 10 grammes dans le sac. On peut partir avec 15-50 livres en vacances sans avoir une valise, 1000. Oui, sans avoir une valise qui va peser 3 tonnes. Voilà, donc c'est pratique. Et en même temps, le bonheur d'acheter un livre papier, j'en parlais tout à l'heure, il est toujours là chez moi. Moi, personnellement, je suis une consommatrice des deux. Quand j'ai pas la possibilité d'attendre ou de pouvoir aller dans une librairie ou d'attendre de commander un livre parce que je pars, il y a un problème, eh bien je peux l'acheter en numérique. Et inversement, je suis en vacances, je n'ai plus de lecture, je rentre dans une maison de la presse. Je trouve toujours des endroits merveilleux. On tombe sur des livres auxquels on n'aurait pas forcément pensé et voilà, et ben je vais m'acheter mon livre papier et je vais être tout aussi heureuse. Pour moi, ce ne sont vraiment pas des lectures qu'il faut opposer, parce que je le rappelle, c'est les mêmes livres. C'est la même histoire, c'est les mêmes personnages. Agnès Martin-Lugan, quel genre de lectrice êtes-vous? Est-ce qu'il vous arrive de passer plusieurs jours, plusieurs semaines sans lire? Comment ça se passe avec vous? Alors non, plusieurs semaines, non, c'est pas possible. J'ai toujours un livre en cours. Alors c'est vrai que quand je suis en période d'écriture, j'ai plus de mal à être, on va dire, à fond dans ma lecture. Je vais lire moins en quantité, parce que je n'ai pas envie que tout le monde se percute dans ma petite tête. Donc c'est vrai que je vais le lire, je vais mettre beaucoup plus longtemps à lire un livre, parce que je ne veux pas empiéter sur toute la part que prennent mes propres personnages dans mon esprit, et je ne veux pas me gâcher le plaisir de la lecture. Parce que c'est vrai que j'adore quand je suis plongée dans un roman, me dire tiens, j'ai 3 minutes devant moi, je vais relire 3 pages ou 1 page, ou pas perdre de temps, je vais avancer. Je peux, suivant les romans et suivant les périodes de l'année, du coup être un peu dans quelque chose d'addictif et de compulsif. Je veux aller au bout. Mais de toute façon, il y a toujours un livre ouvert sur ma table de nuit. Je pars en déplacement, je le colle dans mon sac. Voilà, même si des fois je le traîne pour pas grand-chose, mais j'ai besoin de l'avoir avec moi. Après, du coup, je sais qu'il y a des périodes dans l'année où je vais plus lire. Je parlais tout à l'heure des vacances, de partir avec plusieurs livres pour les vacances.
Et c'est vrai que je sais toujours que, voilà, pendant le temps de vacances, pendant l'été que je m'accorde, où je n'écris pas, où je fais une vraie pause dans le roman en cours, là du coup j'ai ma réserve. Alors des fois la réserve, voilà, ça s'appelle les piles à lire, je la fais au fur et à mesure de l'année, puis je me retrouve avec un truc justement intransportable pour les vacances, mais du coup je me dis voilà, là c'est le temps du repos, c'est le temps de la pause, et c'est là du coup où je peux me consacrer à la lecture. Donc mes enfants sont au courant que maman va lire pendant les vacances. Elle n'écrit pas, mais elle va lire, donc il faut lui laisser son 1h30 ou ses 2 heures tous les après-midi pour qu'elle soit tranquille dans son livre. Mais il y en a toujours un ouvert. Alors est-ce que ça vous arrive souvent, moi ça m'arrive pas mal de fois, de commencer un livre et de se dire au bout de 10, 20, 30 pages, j'y arrive pas, et puis d'abandonner? J'essaye toujours de... Ça a été rare que j'abandonne. Je peux pas vous redire ce que j'ai abandonné en cours de route, mais ça a pas été pour les rare. pauvres auteurs. Mais j'essaye toujours de continuer, par principe. Peut-être que, en me disant peut-être que tu rentres pas là parce que c'est pas le moment, mais va 10, 20, 30 pages plus loin, peut-être qu'il va se passer quelque chose, peut-être que tu vas rentrer, que t'es pas encore dans la pensée de l'auteur, que t'es pas encore dans la pensée du personnage. Alors des fois on le referme, on se dit bon, la rencontre n'a pas eu lieu, ou j'en attendais autre chose, et tous les romans, on se roule pas par terre après avoir lu chaque roman. Il y en a qu'on aime plus ou moins que d'autres, mais parfois, si je les referme, je vais les reprendre, même si c'est pas tout de suite, parce qu'en effet, des fois, je me dis, c'était pas le moment où je lis ça, ça passe pas, ou je suis pas prête, ou la thématique fait peut-être écho à quelque chose en moi que je ne peux pas affronter à ce moment-là. Mais du coup, je sais que j'essaye de les reprendre plus tard. Il faut s'accrocher parfois Oui. pour aimer un livre. Oui. C'est possible, on Oui. peut ne pas aimer un livre au début et puis finalement se découvrir Oui. complètement fan au bout de 100 pages. Complètement. Et puis c'est aussi, des fois on rentre pas, on rentre avec plus ou moins de facilité dans la pensée de l'auteur ou dans la pensée du personnage. Parfois il y a certaines constructions aussi qui peuvent être déroutantes et qui du coup, voilà, faut s'y faire, ça prend du temps. Il y a des fois ça prend du temps et ça se mérite. Il y a certains romans qui se méritent pour justement palper la globalité et la merveille qui se cache derrière. Est-ce que vous pouvez lire plusieurs livres à la fois? Non, ça j'y arrive pas. Quand je lis un livre, je veux m'y consacrer pleinement, quoi. Je veux pas gâcher en fait, ni l'un ni l'autre. Non, c'est pas quelque chose. Ce serait un peu comme tromper l'autre écrivain que de commencer une autre histoire au même moment. Oui, et puis d'avoir le sentiment de ne pas en profiter pleinement, finalement. Et du coup, je vous parlais tout à l'heure quand je suis en période d'écriture et que du coup je lis peu. Et là, ça m'est arrivé quand j'étais en train d'écrire à la lumière du petit matin. J'étais quand même bien avancée dans l'écriture et j'ouvre Le Gang des rêves. Et là, je me dis, mais quelle bêtise, quoi. Je voudrais pouvoir m'arrêter de vivre et me plonger dans cette saga là, énorme, ce pavé de 800 pages. Et j'étais là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? J'arrête, alors j'avais déjà englouti 40 pages et je me suis dit, mais non, je veux pas l'arrêter. Et en même temps, il va falloir que j'attende le soir parce que je dois Hortense m'attend et j'attends Hortense. Et du coup, c'était une frustration des deux côtés. Et voilà, je me suis dit, j'espère que ça m'arrivera pas trop souvent. Lire, c'est arrêter de vivre? C'est une pause dans tout le... Je dirais dans tout le tracas du quotidien, enfin, tracas, pas que tracas, quoi, mais c'est peut-être... c'est peut-être le moment pour soi, finalement, qu'on peut s'accorder. C'est prendre un temps de pause. Alors, un temps de repli, ça pourrait être très négativement, et non, c'est plutôt du temps pour soi. Il y a un moment où on coupe.
L'idée de ce podcast, c'est de s'interroger aussi sur la place qu'on occupe, qu'on s'accorde à soi justement dans le monde actuel. On est quand même bombardé d'informations, des chaînes info aux réseaux sociaux. On peut lire des petites choses très rapides de 140 signes du soir au matin. Est-ce que c'est de plus en plus difficile de trouver du temps pour lire ? Je pense, il y a tellement de sollicitations. On a tous le réflexe de sortir son téléphone, finalement. Exemple typique, le soir, on allume la télé, il n'y a rien. Donc alors à la rigueur, on va faire un coup de zapette, on va finir par l'éteindre, on va allumer la musique, on va prendre le téléphone. Alors qu'est-ce qui se passe sur Facebook ? Qu'est-ce qui se passe sur Instagram ? Qu'est-ce qui se passe ? Machin. Et finalement, pourquoi à la place, on n'ouvrirait pas un livre ? Et c'est vrai qu'en vacances, finalement, moi je me suis rendu compte des bienfaits de tout éteindre, quoi. Se dire, allez, une fois par jour, on regarde si on a des mails, puis on y répond ou on n'y répond pas. Ou alors on va carrément dans un endroit où la 4G elle passe pas. Alors là c'est merveilleux finalement. Et là on prend du temps pour lire. Et moi j'ai le souvenir de vacances comme ça avec ma petite famille où on s'était retrouvés tous les 4. Bon alors le plus petit est petit, il sait pas encore lire mais il feuilletait ses petits livres d'enfants. Le plus grand, lui, il adore lire, alors pas des romans, mais des livres de sciences, de géographie, etc. Mais il était plongé dans un de ses bouquins. Mon mari en lisait un, et moi aussi. Et finalement, on s'est dit, mais c'est merveilleux la vie sans Internet. Et sans télé, et sans... voilà. Et il y avait du silence, et pourtant, dans nos 4 têtes, ça bouillonnait. Avec plein de choses, ce qu'on était ou en train de regarder, ou en train d'essayer de comprendre, ou dans l'histoire dans laquelle on était plongé. Et là, chacun se ressource finalement. Chacun, ça nourrit tout ça. Ça nourrit, je pense, un peu plus que, allez, clac, Instagram, clac, Facebook, clac, Twitter, hop. Puis c'est fatigant finalement à la longue. Cette surstimulation permanente, les avis, oui, au bout d'un moment, il faut se dire, allez hop, on éteint tout ça. Donc lire, en ce moment, de nos jours, à notre époque, c'est un acte de résistance, quelque part. De résistance, peut-être. Peut-être, et pourtant, la lecture a jamais disparu. Je crois que, les gens ont toujours lu. Donc ça disparaît pas finalement, et en même temps c'est ça du coup où on peut voir la puissance la puissance de la lecture, la puissance du livre. C'est que finalement il y en a toujours eu. Enfin, c'est même voilà dans les périodes de guerre, dans des pays avec des dictatures. Oui, là c'est de la vraie résistance, c'est les bouquins qui se refilent sous le manteau, quoi. Mais du coup. Finalement, ça ne disparaît pas. Depuis que, j'aimerais qu'on me dise, ou non, j'aimerais surtout pas qu'on me dise, un jour le livre a complètement disparu dans l'histoire. Et voilà, ça n'existait pas, quoi. Le livre, c'est du solide, en fait. Le livre, les histoires, c'est du solide. Et c'est pour ça que c'est, finalement, oui, alors le livre résistance, le livre vestige, le livre, c'est un socle, en fait, peut-être. On y retourne, ou on le rencontre un jour. Et même quand on croit que c'est désespéré, quand on n'aime pas lire, quand on est petit, il y a toujours rien n'est perdu. Ça peut arriver, quoi. On peut rencontrer le livre, et à partir du moment, je crois, où on le rencontre, il va toujours y avoir un moment où on y retournera. Quel est le livre, attention, cette question très très difficile, quel est le livre que vous aimeriez écrire ? Alors le rêve absolu, ça serait qu'un jour je puisse peut-être écrire un roman historique, je crois. Je trouve ça tellement merveilleux, tellement fascinant. Mais il y en a, non, parce que voilà, il y a déjà eu des merveilles de romans historiques écrits sur Saint-Malo. Après, c'est pas le moment. C'est pas le moment. J'en ai pas. J'estime que je n'en ai pas les capacités. Peut-être pas le courage non plus. Et j'aime tellement écrire dans l'époque contemporaine, mais je me dis, après, ça sera peut-être un livre que je mettrai des années à écrire, qui restera comme ça dans un coin de ma tête. Peut-être des petites choses
poser par-ci par-là sans que ça soit du concret. Peut-être que je l'écrirai quand je serai une vieille dame et que mais je rêverais de le faire au moins une fois. Plus facile, quel est le dernier livre que vous avez lu ? C'est Grand Frère de Maïr Guven, donc qui a gagné le prix Régine de Forges, dont j'ai la chance de faire partie. De faire partie du jury. Et ce livre, il est fort parce qu'il est actuel. Voilà, c'est une histoire, enfin, c'est le lien entre deux frères, dont un frère qui part en Syrie et l'autre qui est dans le questionnement, l'attente et l'absence de son frère. Et du coup, il y a vraiment des passages qui sont bouleversants et oui, c'est vraiment un roman sur le lien, sur l'absence, sur l'absence-présence et sur les liens familiaux et sur le poids aussi de l'histoire familiale et puis voilà, ça fait forcément écho avec tout ce qui se passe en ce moment et il est très étonnant ce roman-là par rapport enfin, il est juste dans sa façon de parler de choses difficiles par rapport au contexte actuel. Est-ce que vous savez déjà voire les prochains livres que vous allez lire ? Est-ce que vous avez une petite liste de vos envies de lecture ? Là, j'ai la trilogie les trois tomes de Douglas Kennedy là, qui ont commencé à sortir depuis l'automne dernier. Donc, j'ai acheté dès sa sortie le premier, que je n'ai pas pris le temps de lire parce que, pareil, je ne veux pas me gâcher cette lecture que j'attends avec impatience. Donc, du coup, je me dis que déjà, les trois vont avoir une place particulière dans ma valise pour cet été. Ouais. Ok, merci beaucoup Agnès pour ce petit moment autour de la lecture. C'est moi qui vous remercie. J'espère que vous avez passé un bon moment comme moi et comme les gens qui vont nous écouter. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Oui, à bientôt. Et bonne lecture. Oui. Merci. Merci. C'est la fin de ce podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des gens qui lisent sont plus heureux. D'ici là, n'hésitez pas à le liker, le partager sur vos réseaux sociaux et vous y abonner sur votre plateforme préférée. Pour retrouver les références des livres cités par Agnès Martin-Lugan durant cet entretien, rendez-vous dans les notes de cet épisode. À bientôt et bonne lecture.